On se retrouve pour un tuto Airbnb, c'est parti avec plusieurs catégories. Ça vient d'un post principalement que j'ai fait sur LinkedIn et c'est pour ça peut-être potentiellement que vous recevez ce tuto. Donc en mai, effectivement, avec un seul bien, je vais faire 6 000 € et c'est coup de cœur voyageur. Donc on va revenir là-dessus. On va faire plein de choses ensemble. Déjà, pourquoi m'écouter, la méthode à 5 000 € par mois, les types d'investissement, comment valider son investissement, automatiser et déléguer à 100% son Airbnb, déléguer 100% de la gestion sans conciergerie, dépasser les limites des locations des grandes villes, faire plus de 5 000 € par mois avec un seul bien et augmenter tes marges en devenant coup de cœur voyageur. On est parti, on va passer du temps ensemble. Si ça vous intéresse, vous voulez voir d'autres éléments, allez en accélérer sur la vidéo. On commence au tout début. Alors, l'ensemble, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et là, on commence avec le tout début. C'est parti. Alors, pourquoi m'écouter ? Qui suis-je du coup ? Moi, c'est Victor. Aujourd'hui, je fais pas mal de coach, Investimo, reprise de boîte et développement de business. Et en parallèle de ça, je fais de l'IMO, je reprends des boîtes et je développe mes entreprises. Jusqu'à 30 000 € de cash flow par mois. Donc là, j'ai un petit peu de tout, moi, dans mon parc. Que ce soit donc en grande partie, je suis propriétaire et je fais de la location, mais je fais aussi de la sous-location et j'ai fait de la sous-location pour du Airbnb, ainsi que pour du coworking. Et je peux monter à 30 000 € de cash flow par mois. Donc là, c'est ce qui me reste avant les impôts. Et en Airbnb, donc là, c'est une partie de ce que j'ai. J'ai réalisé depuis 2011 beaucoup de locations et du coup on va pouvoir faire un détail de ça. Au pic de ma forme, alors le Airbnb restait quand même une des activités où il y avait le moins de chiffre d'affaires généré chez moi, mais on était globalement avec un seul bien, je pouvais monter à 20 000 € par mois et je vous dirai quel type de bien c'était. On est parti, on passe à la deuxième partie, la méthode pour 5 000 € net par mois. Alors du coup, 5 000 € net par mois, ça dépend ce que vous faites comme investissement. On verra tout à l'heure qu'on peut le faire avec un seul bien, mais si vous le faites en France, et là la stratégie actuelle qui fonctionne, donc principalement pour ceux qui font de la sous-location professionnelle, je vous dirais en gros quelle est la différence. Il y a pas mal de personnes qui vont démarrer par faire de la sous-location professionnelle pour avoir moins de frais et pouvoir créer plus de bâtiments et plus d'Airbnb d'un coup. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites de l'investissement locatif et que vous gérez votre dette, potentiellement les rentrées qui viennent du Airbnb ne sont pas forcément prises en compte par la banque telles des rentrées d'Airbnb. Du coup, vous allez vous retrouver avec des rentrées plutôt classiques pour les biens. Du coup, des difficultés de financement. Et généralement, quand on fait des invests, là, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai effectuées. Il y en a une sur YouTube d'ailleurs, sur comment dépasser son endettement. On va très vite être limité. Quand on fait du Airbnb, généralement, on va avoir une course au nombre d'appartements et un appartement, on peut faire 15 appartements, 15 appartements à 625 € de cash flow. Finalement, on va se retrouver après impôt à 5 000 € par mois. On peut faire 10 appartements à 1 000 € de cash flow. Ce qu'il faut retenir, c'est quand vous faites de la location Airbnb, vous allez chercher minimum, du coup si vous faites de la sous-location, si vous louez un appartement à 1 000 €, vous allez chercher au minimum à faire 2 000 € de chiffre d'affaires avec l'appartement. Ça, c'est les ratios que vous allez essayer de vérifier, sinon plus. Et lorsque vous avez 1 000 € de cash flow, évidemment, vous divisez par 2 pour savoir ce que vous avez réellement net. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 50% d'impôt sur tout ce qu'on a. Stratégie à adopter, c'est ce que je vous disais, il y a deux stratégies, sous-location professionnelle et en tant que propriétaire. Si vous faites de la sous-loc en tant que professionnel, là, vous allez chercher à signer des baux. Alors attention, ça ne s'applique pas partout. Ça ne va pas s'appliquer dans des villes comme Paris où il va y avoir des problématiques. Quoique ça dépend ce que vous allez louer et comment vous allez pouvoir l'exploiter. Dans la plupart des cas, par exemple à Paris, si vous louez un appartement à un propriétaire et que vous voulez le louer sur Airbnb, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que les règles vont vous l'interdire. La seule façon, à la limite, de faire ça sur Paris, il va falloir louer un appartement en tant que résidence principale. Et là, vous allez devoir du coup y habiter 8 mois et vous allez pouvoir louer du coup les 90 jours aujourd'hui à Paris pour faire ça. Et vous pouvez appliquer la même technique dans les villes où il y a des fortes réglementations. Et d'ailleurs, c'est une des techniques que vous pouvez utiliser pour dépasser les fameux 90 jours. C'est finalement avoir des locataires qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Mais attention, si vous faites ça et que c'est repéré, là, je ne sais pas comment ça peut être qualifié par la ville de Paris. Donc, vous allez signer un bail longue durée et vous allez mettre en sous-location sur Airbnb et Booking. L'ordre d'idée, vous faites sans démarchage, vous allez avoir 20 contrats, 20 propositions avec des propriétaires et il y en a 2 qui vont signer. Donc, objectif, c'est 600 € de cash flow, donc 300 € net. Et après, on va aller dans l'autre. Si vous voulez être en tant que propriétaire, là, c'est la même chose. Vous allez screener 100 biens. Alors attention, parce qu'en tant que propriétaire, du coup, vous avez encore plus d'engagement sur les réglementations potentielles que vous allez avoir avec Airbnb. C'est-à-dire que si vous êtes
Par exemple, là, en ce moment à Marseille, vous faites tout un business qui se base sur de la location saisonnière Airbnb, qui est de l'ordre de 2 fois le loyer que vous pouvez espérer, voire 3 fois le loyer. Le jour où ce sera interdit, si vous n'êtes pas dans des mesures, si la mairie change, etc., ou si vous ne respectez pas les nouvelles règles et que ça met un peu de temps à se mettre en place dans votre mairie, vous allez vous retrouver, donc ça dépend comment calculer votre cash flow, mais risquez de vous retrouver avec un bien qui n'est pas à cash flow positif. Donc il faut faire attention sur la durée de détention que vous avez. Donc généralement, vous faites sans recherche cette visite et négociation et une offre. L'objectif, c'est 300 € de cash flow, 150 € net par appartement. Ça, c'est quand vous faites de l'investissement locatif et avec l'achat du bien. Alors pourquoi on a moins de cash flow? Parce que généralement ça coûte plus cher à acheter. Ça dépend des endroits effectivement. Et en plus de ça, par rapport auquel là vous avez le remboursement, donc la génération du patrimoine, le remboursement du bien. Une fois que vous avez ça, pour faire réellement ces 600 € de cash flow et ces 300 € net, ou ici les 300 € de cash flow et 150 € de net, vous avez 3 trucs principaux. La première chose, c'est le taux de remplissage. L'enjeu là, alors surtout quand on commence, on n'a pas forcément envie de baisser ses prix à certains moments. Par contre, une fois que vous avez fait le gros de votre marché, ce qui va être intéressant, ça va être de baisser finalement le prix à la nuit pour vous assurer que vous êtes complet. Donc par exemple, si vous avez 100 € la nuit, un taux de remplissage à 50%, vous êtes à 1500 € par mois. Et là, une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez faire des réductions. Donc par exemple, passer à 60 € la nuit, remplir les 50% restants, faire 900 € en plus, vous faites 2400 € par mois. Donc ça vous permet de remplir véritablement et de faire finalement de la perf. Gestion du ménage. Donc la gestion du ménage, il faut faire très attention parce qu'en fonction de la durée de votre séjour, vous risquez de vous trouver plus cher que d'autres si vous avez du ménage qui est finalement assez important dès qu'il y a le remplacement d'un locataire. Donc le mieux, ça reste de bien gérer finalement le prix du ménage par rapport à une moyenne finalement de la durée d'une location pour dans l'ensemble vous trouver sur un prix de ménage normal et potentiellement sur des locations plus courtes vous retrouver à peut-être perdre un peu sur le ménage, mais vous allez atteindre vos fameux remplissages sur l'appartement. Donc il y a un impact sur la durée du séjour et ça reste attractif sur la durée souhaitée. Et enfin, à la fin, c'est la sûreté sur tout ce qui est ménage. Donc là, il faut retenir que le ménage aujourd'hui pour un studio à Paris pour 1 heure, d'une personne qui le fait très bien, c'est du 25 € à 50 €. Et un T2 en province, on est plutôt sur du 20 € de l'heure. Donc là, vous avez la technique pour faire ces fameux 5000 € par mois avec un certain nombre d'appartements. Là, on retient que si vous visez ça, on est dans du 15 appartements ou du 10 appartements. Encore une fois, si vous reprenez des immeubles, alors attention à la concentration de ce que vous allez faire en termes d'Airbnb, mais un immeuble, c'est souvent 5-7 appartements. Ça dépend, mais vous pouvez avancer très vite à ces chiffres-là. On est bon là-dessus, on passe au 3e point, les types de location en courte durée en LCD. Alors, je vous en ai rajouté plusieurs pour vous ouvrir un peu les esprits parce que plein de choses sont envisageables. Vous avez location classique. Location classique, ça va être par exemple votre appartement dans le centre de Paris, votre appartement dans le centre de Lyon, votre appartement là où vous êtes. Il y a les appartements, alors là j'ai mis à chaque fois appartement classique, mais là vous avez les appartements luxe finalement. Les appartements luxe, ça peut être très intéressant pour tout ce qui est dans le sud de la France. Vous pouvez regarder sur Airbnb, vous avez une catégorie luxe. Et là, les locations de ce type de maison, vous êtes à du 1000 à 10 000 € la nuit. Et du coup, là, il y a des coûts à jouer, surtout dans des endroits où finalement, il y a potentiellement plus de flexibilité sur Airbnb, où vous pouvez exploiter avec les mairies différemment ces locaux-là. Appartement atypique, là, l'objectif, c'est de fournir une expérience. Donc déjà, quand vous avez un appartement classique, c'est d'avoir un appartement classique qui est plutôt joli. Quand vous êtes sur de l'atypique, ça va être de créer des ambiances particulières. Et du coup, là, en fonction de là où vous en êtes, par exemple, si vous êtes à côté de Disney et que vous voulez proposer des ambiances Pirates des Caraïbes à côté de Disney ou d'autres choses liées à Disney, ça va pouvoir se remplir. Les plateformes que vous allez utiliser pour pouvoir louer et trouver des locataires, c'est du Airbnb, du Booking. Il y a des logiciels SaaS qui regroupent les deux et qui vont permettre de gérer votre emploi du temps. Enfin, on va passer dans les espaces de coworking et espaces de travail. Alors ça, c'est un de ceux que j'avais à Paris que j'ai vendu. Et là, les plateformes, ça va plutôt être Cactus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une véritable stratégie qui ressemble indirectement à du Airbnb ou de la location courte durée. Vous pouvez louer des bureaux au mois, louer des bureaux à la journée, louer des salles de formation au mois à la journée. Donc là, on est en train d'aller un petit peu sur le business B2B des entreprises. Et là, il y a des studios de podcast, il y a plein de choses à faire de cette façon-là. On continue. Hop, on va aller du coup au 3e point. Ce que vous devez vérifier, et là je passe rapidement dessus, comment on valide un investissement, que ce soit du Airbnb ou autre. Vous avez, votre objectif, c'est de valider les loyers, les travaux, le coût total de l'invest, les mensualités de l'emprunt et les charges qui vont être liées à ça. Et nous, dans notre premier enjeu, ça va être de vérifier là où c'est intéressant de faire un investissement.
Donc on va chercher à étudier le potentiel de certains investissements. Alors là, il y a plusieurs logiciels qui existent, par exemple AirDNA, principalement pour Airbnb, qui est très sophistiqué pour tout ce qui est États-Unis. Pour la France, c'est un petit peu moins, il y a un petit peu moins d'indicateurs, on reviendra dessus. Donc déjà, pour le potentiel, là, ce qui est intéressant, dans identifier les zones, vous avez à l'aide de AirDNA, donc l'abonnement, je pense qu'il est de 120 € par mois à peu près, vous avez un ensemble d'endroits finalement où là il y a des intérêts pour la ville, de l'attractivité de 100. Donc là je vous les passe rapidement, c'est ce qui a été déterminé par AirDNA, où finalement on va avoir un bon équilibre sur les indicateurs d'AirDNA, et d'ailleurs je vais vous les montrer tout de suite. Hop, on va aller là. Donc les indicateurs de AirDNA, ça va être à la fois une demande locative, ça va être l'augmentation des revenus d'année en année, la saisonnalité, est-ce que c'est vraiment loué juillet-août ou est-ce que c'est loué toute l'année, et enfin la régulation, c'est-à-dire tout ce qui est la façon dont on va vous imposer des règles pour la location. Et il s'avère qu'il y a plein de zones, et d'ailleurs c'est vers là qu'on se dirige lorsqu'on fait de la sous-location, lorsqu'on veut faire un business Airbnb. Aujourd'hui, on va s'éloigner des villes qui sont très réglementées, ou on va avoir des locaux qui sont en phase avec ces réglementations. On viendra dessus tout à l'heure. Pour tout ce qui est du taux d'occupation, là où il y a des très forts taux d'occupation, donc là je vous passe juste les villes rapidement dessus, comme ça vous les avez si ça en intéresse certains. Et enfin les prix par nuit, c'est là où c'est le plus cher. Si vous voulez maximiser donc avec peu de nuits, faire beaucoup de rentrées. Donc on passe. Vous avez ces logiciels-là qui vont permettre de déterminer finalement des villes qui ont des intérêts là-dessus. Hop, analyse de la localité. Alors l'analyse de la localité, soit vous le faites avec Airbnb, donc avec AirDNA qui va pouvoir le faire, sinon vous de votre côté, une fois que vous créez votre annonce, vous allez pouvoir rechercher au même endroit où vous avez fait votre annonce, quelles sont les annonces qui sont à côté de la vôtre. Ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à déterminer la qualité des biens, donc les photos, la description, à quel prix c'est loué et le taux de remplissage. Donc on va analyser la zone, on va regarder et on va faire un fichier que je vais vous montrer, un fichier comparatif où on va lister, hop, donc dans les annonces Airbnb, d'ailleurs, on peut regarder là, études, vous allez pouvoir lister les biens qui sont proches du vôtre. Avec les descriptions, ça vous aidera à faire les descriptions ou à les alimenter dans ChatGPT pour que ChatGPT puisse vous faire, la description de votre appartement. Vous allez pouvoir regarder le prix à la journée et ensuite les chambres. Donc le nombre de chambres, c'est souvent ça qui qualifie le Airbnb. Et puis après, mettre les annonces. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir du coup une étude de marché. Alors vous allez passer aussi ce qu'il y a ici. Vous allez pouvoir calculer les taux de remplissage. Alors pour calculer les taux de remplissage, c'est un peu tricky. Pourquoi? Parce que en fonction de l'endroit où vous allez être, vous n'allez pas avoir l'année. Généralement, au mois ou 2 mois avant, vous avez une bonne idée du taux de remplissage des Airbnb. Attention, dans certains cas, il y a des endroits qui se réservent 1 semaine avant, 3 jours avant, pour avoir des très forts taux de remplissage. Mais vous allez pouvoir regarder si ça a bien été loué dans les mois précédents. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez du coup à une bonne compréhension sur votre secteur de ce qui se passe, à combien c'est loué, et du taux d'occupation. C'est déjà une première étude et ça vous permet de structurer si l'investissement est intéressant pour vous. En parallèle, vous allez pouvoir faire la même chose avec Booking. Donc là, vous allez sur Booking, vous allez plutôt regarder les hôtels parce que indirectement, vous êtes en compétition avec tout ce qui est hôtellerie. Et là, vous allez pouvoir regarder en fonction de, par exemple, si vous proposez 2 chambres, vous allez prendre vous allez regarder tout ce qui est 2 chambres dans les hôtels, pour donc le double d'un prix normal, et pouvoir comparer les prix et à quel point ça fonctionne bien. Donc là, vous pouvez faire la même analyse. Une fois que vous avez ça, vous êtes pas mal. Ce qui est possible, c'est d'utiliser du coup AirDNA comme ce que je vous ai indiqué, qui va vous faire toute l'étude du coup sur combien on peut gagner pour un logement, le taux d'occupation, le prix moyen des chambres, etc. Ça va vous donner des indications sur est-ce qu'il y a de fortes croissances ou pas, qu'est-ce qui est loué et quelles sont les répartitions entre est-ce que c'est plutôt une nuit, plutôt 7 nuits, les équipements, les éléments de taux d'occupation, comment ça fonctionne, etc., etc. Donc ça vous permet aussi d'avoir des études qui peuvent être intéressantes, surtout quand vous étudiez certaines zones. Le mieux, et moi je vous conseille quand même, c'est de contacter des conciergeries qui sont locales. Donc là, vous prenez la zone, par exemple, et vous allez regarder les conciergeries, les contacter pour leur vérifier s'ils ont des biens similaires aux vôtres, et eux, quelles sont leurs statistiques réelles sur les Airbnb qu'ils peuvent proposer. Et enfin, vous pouvez rejoindre des groupes d'investisseurs comme le nôtre, et là, échanger avec ceux qui font des investissements pour avoir les chiffres réels, et nous, ce qu'on considère être bien ou pas.
Enfin, un peu tricky, il y a faire son annonce. Et ça indirectement, par exemple, si vous voulez tester la vacance locative d'un bien, ou vous voulez faire une coloc, par exemple à Metz, vous allez mettre une chambre fictive en location qui va ressembler à ce que vous allez proposer à Metz. Et là, vous allez avoir des bons retours, sauf si vous êtes dans des périodes creuses, mais grosso modo, vous allez avoir des bons retours. Par contre, quand vous faites du Airbnb, vos locataires vont être très sensibles aux notes de votre location et aux avis des autres clients. Du coup, faire une fausse annonce sur un bien en Airbnb, c'est assez compliqué d'avoir des véritables retours. Donc attention, ça marche un petit peu moins bien que sur le reste. On continue. Là, on va arriver jusqu'à lancer une offre. Donc votre offre Airbnb, je pense que vous le savez déjà, elle se situe comme ça. Votre objectif, c'est d'avoir un 5 sur 5 dès le début pour pouvoir tester véritablement le marché et avoir des vrais prix. Pour y arriver, il faut avoir ce 5 sur 5, il faut avoir un certain nombre d'équipements et surtout être prêt à remplacer cet équipement lorsqu'il est consommé, utilisé, etc. Votre enjeu, ça va être aussi d'avoir les bons nombres d'équipements pour bien gérer votre Airbnb. Donc en fonction des rotations, il va vous falloir un certain nombre de serviettes et un certain nombre de literies. Pour les literies et les serviettes, pensez toujours à prendre plutôt des couleurs sombres. Comme ça, des petites taches finalement ne se verront pas. Vous allez pouvoir l'utiliser un petit peu plus longtemps. Donc là, par exemple, sur tout ce qui est équipement, il vous faudra bien mettre en place un système d'équipement où vous listez tout ce que vous avez acheté vers les liens aussi pour pouvoir les re-racheter le jour où vous avez de la casse. Dans les Airbnb, il y a souvent de la casse que vous allez pouvoir gérer si vous êtes d'un point de vue opérationnel bien équipé. Là, on est bon là-dessus. On passe aux photos. Donc, vous avez en photo prendre des photos de très bonne qualité. Donc là, en l'occurrence, pour le bien, moi que j'ai mis en location, c'est pas les meilleures photos. Il y avait un photographe qui se déplaçait finalement, il s'est pas déplacé, mais n'oubliez jamais que ce qui donne envie, c'est les photos. Donc c'est à la limite le plus important. Rédiger l'annonce. Pour rédiger l'annonce, vous avez bien repéré toutes les attentes et toutes les questions de vos clients. Donc si vous êtes dans un endroit où on ne sait pas si donc les clients, qu'est-ce qu'ils veulent, un endroit joli et central où les choses sont accessibles par... donc il faut voir quels sont les centres d'activité à côté. Ils veulent de la sécurité, ils veulent que l'appartement soit tranquille et qu'il n'y ait pas trop de bruit. Bref, répondez à toutes les questions de vos clients. Ensuite, demandez des recommandations. Donc ça, c'est un peu une technique lorsque vous lancez votre Airbnb. Moi, ce que je vous encourage fortement, c'est de faire 2-3 premières locations. Vous mettez le prix par cher, vous demandez à des amis de louer et vous demandez à ce qu'on vous mette des 5 sur 5 pour pouvoir lancer le Airbnb et surtout avoir une population qui va être intéressée pour louer votre Airbnb. Après, ce sera à vous de garder le 5 sur 5. Avoir des surprises, donc là c'est les goodies. Donc moi par exemple, je mets toujours en fonction du prix que vous avez dans votre Airbnb, bouteille de champagne et Ferrero Rocher, sachant que dans l'ensemble, ou produits français, sachant que dans l'ensemble, moi c'est plutôt des touristes, là en l'occurrence pour cet appartement-là. Si vous êtes dans d'autres endroits, vérifiez ce qui peut intéresser les personnes qui viennent chez vous pour faciliter le fait que vous allez avoir un 5 sur 5. On passe ensuite à automatiser et déléguer 100% sur Airbnb. L'objectif, ça va être de faire la customer journée de la personne qui va louer votre Airbnb et s'assurer qu'elle est toujours contente avec plus de 5 étoiles. Donc la personne va commencer par la recherche, l'analyse, les informations, la réservation, elle va organiser sa visite, elle va arriver très vite, elle va être sur place, elle va avoir un problème où elle va aller bien, elle va partir, elle va partir de l'appartement, elle sera rentrée chez elle. Donc vous, votre objectif, c'est qu'elle soit tout le temps contente à ce niveau-là. Pour arriver à ça, vous avez du coup un double objectif, c'est que cette personne soit tout le temps contente, du coup vous providez la meilleure expérience, mais de l'autre côté, vous voulez que ce soit automatisé, voire délégué. Donc au tout début, je cherche ce qui va correspondre à vous. Le travail de l'autre côté, c'est de faire une annonce. Vous allez pouvoir utiliser du ChatGPT et vous allez pouvoir utiliser un photographe. Et enfin, vous allez tout mettre sur un drive comme ce que je vous ai montré ici pour tout bien stocker, que tout soit bien référencé. Ça, en termes d'organisation. Avoir de belles photos, ça on est bon. Avoir un formulaire Q&A, donc ça c'est pour toute la partie je demande des informations. Vous allez pouvoir faire des messages automatiques. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On les a ici. Donc les messages automatiques, lorsque vous allez dans Messages dans Airbnb, vous cliquez sur le petit écrou ici et vous allez pouvoir rentrer des messages automatiques qui vont pouvoir répondre, par exemple, une fois, un jour après la réservation, 2 jours après la réservation, un jour avant l'arrivée, un jour après l'arrivée, etc. Et vous, les messages automatiques, ça va vous permettre de donner des informations, rassurer votre client, vous dire qu'il loue chez vous, vous êtes un particulier, potentiellement il peut y avoir des litiges, etc. Il veut être rassuré sur où c'est, comment ça fonctionne, que vous répondez bien, etc. etc. Message automatique, sinon ça tombe sur votre service client et au gestionnaire aussi, et c'est lié au ménage. C'est-à-dire que là, vous avez toute l'automatisation qui doit être mise en place pour aller jusqu'à informer le prestataire ménage pour pouvoir s'occuper de chez vous des Airbnb. J'organise ma visite, message automatique service client. Pareil,
J'arrive très vite, donc message automatique avec la boîte à clés service client. Donc là, l'objectif pour pouvoir déléguer à 100%, il y a beaucoup de boîtes à clés qui fonctionnent bien. Alors vous avez différents formats, vous en avez même qui sont connectés aujourd'hui. Et vous pouvez directement mettre l'ensemble des informations sur Airbnb pour que la boîte à clés soit dans la boîte aux lettres et que la personne puisse du coup ouvrir sa boîte aux lettres, récupérer les clés et revenir chez vous. Après, je suis sur place. Là, pareil, message automatique service client. Vous pouvez demander à la personne comment elle se sent un jour après et s'assurer qu'elle va bien et lui fournir un maximum d'informations. En termes d'automatisation des Airbnb, à chaque fois, moi, j'ai un double système Airbnb, système WhatsApp avec toutes les équipes qui sont présentes, dont service client et service opérationnel. Après, vous avez « Je vais partir », message automatique pour demander à la personne si ça se passe bien. Et enfin, « Je vais partir », une fois que la personne elle est partie, vérifier là où elle en est. Enfin, on arrive à structurer vos équipes. Donc, si vous voulez grossir et ne pas passer par une conciergerie qui va vous prendre entre potentiellement 18, 20, 30% de vos coûts, vous allez pouvoir faire une structuration totale. La structuration va commencer par vous. Vous allez avoir un gestionnaire. Le gestionnaire va avoir des objectifs en termes de vision et de faire travailler votre bien. Donc en termes de taux d'occupation, d'avoir plus de 85%. Vous allez pouvoir calculer à partir de combien vous gagnez réellement de l'argent. Ensuite, les revenus par nuit, maximiser les revenus, donc voir comment la personne peut augmenter ça. Donc ça va être votre deuxième cerveau. Réactivité au message, la note globale, le taux de commentaires, la maintenance et le ménage, donc s'assurer que c'est bien fait sur la maintenance et le ménage, l'optimisation du pricing, le nombre de réservations annulées, rapport de gestion et respect du budget. Donc là, c'est votre gestionnaire opérationnel. Ce qui est quand même pas mal, c'est de prendre des personnes qui sont plutôt 40, 50 ans, qui ont l'habitude de gérer finalement des choses qui demandent de l'attractivité et des people. Pourquoi ? Parce que le gestionnaire, en dessous, il va avoir le service client. Potentiellement, en fonction de la taille que vous avez pour gérer votre parc, vous allez rester simplement avec gestionnaire service client, la même personne. Mais le service client va faire quoi ? Va répondre, donc va avoir 3 tâches principales. La première, ça va être de gérer finalement vos clients, donc vos locataires. Donc il va faire toutes ces tâches-là, le temps de réponse, la disponibilité, la résolution, note d'accueil, suivi de checking, taux commentaire positif, gestion proactive, courtoisie, respect des procédures, amélioration continue. Et après, va devoir gérer tout ce qui est ménage, donc vos équipes de ménage et aussi les équipes d'intervention lorsque votre logement aura des bobos, et il y en aura forcément. Une fois que vous le savez, c'est pas grave, il faut juste savoir les gérer. Votre service client, il va gérer 3 personnes en ménage et 3 personnes pour les travaux. Pourquoi 3 ? Parce qu'en fonction des problématiques que vous avez, donc ça dépend du nombre de biens que vous avez, mais à 3, vous pouvez monter une personne à une trentaine de lots. Une trentaine de lots facile, ça va fonctionner. Plus que 30 lots, vous allez devoir étoffer vos équipes, mais aussi, même quand vous en avez moins, vous voulez avoir plusieurs prestataires au cas où ils ne sont pas disponibles. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir salarier les différents prestataires en fonction de là où vous en êtes. Moi, par exemple, j'ai salarié sur un de mes lieux Airbnb une personne qui était à mi-temps pour s'occuper de l'espace. Enfin, sur structurer vos équipes, on passe au process. Donc les process, là, vous allez arriver dans tout ce qui est structuration de l'ensemble des process. Donc sur les travaux, par exemple, vous allez avoir un fichier qui va permettre de tout expliquer quand vous avez des coupures générales, qu'est-ce qu'il faut faire, qui appeler, qui contacter. Donc là, vous avez vos contacts. Et enfin, vous avez les fuites d'eau, où sont les endroits pour couper, où sont les endroits quand vous avez des enjeux d'électricité, pareil pour le Wi-Fi, etc. Vous avez tout qui est expliqué pour que vos équipes puissent s'y retrouver et pouvoir même partager à certains moments des informations à vos locataires. Vous allez avoir la même chose, donc là on était dans les travaux, sur les échanges, vous allez avoir les messages automatiques d'Airbnb que vous pouvez préparer en fonction des différents cas, où vous mettez vos informations. Et enfin, vous allez avoir sur le ménage, pareil, un process de ménage. Donc par exemple, là, je regardais les entreprises à reprendre. Il y en avait une qui était dans le ménage industriel, donc la propreté industrielle, donc c'est pas du ménage. Et en fait, la différence entre du ménage et la propreté industrielle, ce sont les process. Et vous allez vouloir faire exactement la même chose. Commencer avec un état des lieux à l'entrée de votre prestataire de ménage pour vous assurer que vous n'avez pas de dégâts. Si vous avez des dégâts, Airbnb va les prendre en compte et vous allez pouvoir remplacer même des gros éléments chez vous. Si vous ne faites pas ces états des lieux, vous n'allez pas être au courant de tout ça. Et ensuite, donc ça peut ressembler à ça, votre état des lieux, et ensuite passer à de la gestion par pièce des différentes tâches à faire avec le temps. Comme ça, vous savez combien de temps doit être fait par votre prestataire de ménage. Donc ça va être les process, les ménages des travaux et les échanges, c'est ce qu'on a vu. Enfin, on arrive maintenant à la partie Alors, dépasser les limites des locations des grandes villes. Donc là, il y a un très gros sujet
aujourd'hui sur les limites des grandes villes. Alors, il faut savoir que vous avez potentiellement 2 risques et après, c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça. Grosso modo, vous avez la mairie qui veut faire respecter certaines lois, là où vous en êtes, et vous avez les impôts qui veulent faire respecter les impôts que vous payez. Il y a un des deux où moi, je n'irai pas trop m'aventurer, c'est-à-dire les impôts, autant déclarer les impôts. Après, sur la partie mairie, il y a plusieurs façons où vous pouvez ne pas forcément être d'accord avec ces lois-là, sachant que moi, par exemple, j'ai beaucoup de locaux ou des mairies, j'ai fait des DP, des demandes de travaux, j'ai fait des changements d'usage, etc. On reviendra dessus, et les mairies peuvent être un peu bloquées. Donc moi, dans certains cas, être sur des zones grises de mairie, comme ce qu'a été Airbnb au début, ou comme ce qu'a été le coworking au début quand c'était pas fait, moi, c'est des choses qui peuvent totalement m'aller. Après, il faut trouver des solutions pour que ça fonctionne bien. Donc dépasser les limites des grandes villes. Donc aujourd'hui, si vous prenez Paris par exemple, on va prendre le cas, alors si vous faites du Airbnb en province où c'est pas forcément réglementé, d'ailleurs c'est là où tout le monde va parce que c'est là où il y a encore de l'attrait, oui. Si vous êtes dans des zones alors des zones un peu intermédiaires comme Marseille, ils ont du mal encore aujourd'hui à vérifier que les règles sont bien respectées, mais au fur et à mesure, ils vont arriver, c'est ce qu'on peut croire, ils vont arriver vers quelque chose qui fonctionne un petit peu comme Paris. En tout cas, si vous avez une résidence principale, 90 jours par an, si vous voulez dépasser ça, alors il y a des méthodes qui vous permettent de dépasser ça, où vous pouvez demander des dérogations. Donc si vous vous faites muter quelque part, donc là vous pouvez prouver que vous avez été muté quelque part et du coup vous pouvez demander une dérogation. En cas de maladie aussi, vous pouvez demander une dérogation. Et après, il faut regarder les jurisprudences qui fonctionnent au fur et à mesure. Vous avez des dérogations, par exemple pour des étudiants qui commencent à tomber. Il y a des personnes qui commencent à gagner certains éléments. Autre chose, quand vous êtes dans la durée des 90 jours par an, ce qui peut être intéressant, quand vous louez simplement une chambre chez vous, vous avez le droit de dépasser ça. Donc il y a quelques clauses qui font que vous allez pouvoir dépasser. Après, lorsque vous êtes à 90 jours par an, vous pouvez changer de type de location, donc faire des baux civils même pour votre résidence principale. Un bail civil, ça va être un bail que vous allez faire avec une entreprise et vous allez là pouvoir sortir de tout ce qui est DPE, de tout ce qui est encadrement des loyers, etc. Autre chose, vous allez pouvoir faire des bails, un bail mobilité par exemple, des baux. Un bail mobilité lorsque vous allez partir, donc pour louer sur une période de plus d'1 mois, de plus de 2 mois, à des personnes qui vont louer votre logement. Donc c'est possible de faire quelque chose de long. Autre chose, vous pouvez utiliser d'autres plateformes. Alors, vous avez vous avez par exemple Home Exchange. Vous n'allez plus gagner de l'argent, mais vous allez donner des jours à votre maison à d'autres personnes et vous gagnez des jours, enfin gagner des crédits de Home Exchange et vous allez pouvoir vous partir en vacances. Et finalement, ce n'est pas des échanges d'argent, mais ça vous permet de dépasser ce 90 jours. Bon, il y a bien sûr trouvé d'autres zones, c'est ce qu'on disait avant. Et enfin, vous allez pouvoir, donc dans le cas de la résidence principale, sinon, un petit peu autre chose, vous avez d'autres plateformes. Donc il y a d'autres plateformes. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des plateformes qui ne sont pas forcément connectées avec la mairie de Paris, où il n'y a pas autant de vérifications. Donc là, principalement asiatiques, vous pouvez regarder ça. Et il y a beaucoup de personnes qui en fait louent, retournent dans des réseaux, donc vont retourner dans des réseaux autres que Airbnb, qui ne sont pas automatisés et déclarés avec l'État, principalement avec la ville pour dépasser ces 90 jours. Donc il y a des plateformes intermédiaires qui existent, qui du coup ne vont pas tomber dans ces 90 jours, sachant que la loi, c'est les 90 jours. Après, il y a à partir des réseaux, et c'est faire de la location en direct. Vous pouvez très bien faire de la location en direct qui ne passera pas donc par ces plateformes-là non plus. Sinon, vous avez d'autres éléments, donc c'est principalement pour les résidences secondaires. Donc disons que vous avez une résidence secondaire à Paris, un appartement que vous avez acheté, ou une résidence secondaire. Donc si vous avez acheté indirectement un appartement qui n'est pas loué, ça devient directement une résidence secondaire. Vous allez aussi avoir la taxe d'habitation. Là, il y a un changement d'usage ou un changement de destination à faire. Alors, il y a même les deux à faire. Donc, on rappelle, il y a les destinations. Vous, ce que vous allez chercher à faire, ça va être de vous retrouver proche de l'hôtellerie. Grosso modo, ça peut être l'objectif, c'est de devenir du coup un local commercial et après d'avoir une destination de commerce et activité de service. Alors, à Paris, c'est très très dur, c'est voire impossible de faire ça. Par contre, vous avez la possibilité d'avoir de la compensation. Donc la compensation, alors il y a plusieurs modèles de compensation. Ça va être, vous avez un appartement, ça va être de prendre un local commercial et de le passer en habitation et de récupérer la commercialité sur votre appartement et d'être capable d'en faire
du Airbnb. Sujet très compliqué, beaucoup de personnes se sont lancées là-dedans. Il faut se faire accompagner, il faut vérifier avec un avocat si c'est possible, et surtout un avocat qui a réussi à faire passer les dossiers. Et enfin, vous pouvez faire de la sous-location. La sous-location à Paris, potentiellement, vous pouvez essayer de vous amuser à faire ça, mais ça ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire louer un appartement à quelqu'un qui va utiliser sa capacité pour faire de la sous-location sur 90 jours. Mais en réalité, si vous le prenez dans l'année, une personne doit habiter 8 mois dedans, donc c'est un peu compliqué. Du coup, pour tout ce qui est sur Paris, à moins de louer une pièce isolée de chez soi, à moins d'avoir des conditions comme quoi vous avez été muté autre part et pouvoir utiliser votre résidence principale comme ça, ça va être un petit peu compliqué. Les dérogations sont quand même intéressantes, même si vous faites un congé sabbatique, ça peut être intéressant de mettre ça en place. Le reste semble globalement compliqué pour tout ce qui est changement de destination. On continue à avancer, bam, on est parti, on va jusqu'à faire plus de 5 000 € par mois avec un seul logement. Donc là, il n'y a pas 36 000 choix. Pour moi, il y en a deux principaux. Vous avez un groupement et un endroit qui est vraiment atypique. Donc ça, c'est là où moi, je pouvais faire plus de 5 000 €, 10 000, 20 000 € par mois. Vous avez un endroit atypique qui va vous permettre de faire du Airbnb. Et là, ça va être plusieurs chambres au même endroit, ça, avec des activités ou avec des choses particulières. Donc là, effectivement, on peut faire du plus de 5 000 € par mois. Donc là, multiplication de chambres qui sont à des coûts inférieurs. Ou sinon, des appartements en zone tendue. Donc là, ça peut être sur du Airbnb à Paris ou autre, qui peut être fonctionnel. Autre élément, on arrive tout de suite à augmenter ses marges en devenant coup de cœur. Donc là, c'est ce que je vous avais indiqué tout à l'heure. Votre objectif, ça va être de over-deliver, c'est-à-dire de proposer des services avec du qualité-prix, avoir des bons travaux avec les bons éléments, avoir des sélections de meubles et avoir un effet waouh sur certains éléments dans votre appartement. Voilà, on a fait ensemble un petit topo, un petit tuto sur l'ensemble des éléments qu'il vous faut pour Airbnb. N'hésitez pas à venir avec nous. Donc moi, j'ai mon programme de coaching pour faire de l'investissement IMO global. Je vous mets le lien juste en dessous. Et je vous dis à très vite.